Bien, alors on va essayer de démarrer à peu près dans les temps pour que vous ayez le plaisir de bénéficier des 2 heures prévues pour cette conférence. Alors, je tenais d'abord, je suis Isabelle Barthes, donc la directrice générale de l'École de management de Strasbourg, et je tenais d'abord à vous souhaiter la bienvenue dans nos locaux. Alors, certains sont très familiers, d'autres peut-être moins, et c'est une occasion de plus de montrer que l'école est ouverte sur son environnement local, régional, national et international. Alors, je voulais dire en 2 mots que ce projet est né donc d'un partenariat. L'école de management de Strasbourg, il faut le dire et le répéter, la seule business school en France à être intégrée dans une université, donc l'université de Strasbourg. Et donc, l'idée de mettre en place des partenariats, des passerelles avec les autres composantes nous a semblé complètement incontournable. Alors, il y a des choses qui sont un peu évidentes, hein, aller faire un diplôme en management des organisations publiques avec sciences politiques, ou un diplôme, un master 2 de management sportif avec la fac de sciences du sport. Là aussi, c'est plus des évidences. Et on s'est dit qu'il y avait des choses à faire avec des disciplines qui pourraient paraître assez éloignées. Et avec un projet qui est de dire, pour nous, managers, essayons d'être un peu plus intelligents, un peu plus ouverts sur le monde, parce qu'on se rend compte de plus en plus qu'on n'attend pas des bons techniciens du management. On attend des personnes qui soient beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus en capacité de décryptage et de discernement, des managers réflexifs qui se regardent faire régulièrement. Alors l'école a ses propres programmes, on travaille sur le développement personnel, on travaille sur nos valeurs, éthique, diversité, développement durable, mais c'est vrai qu'il manquait cette petite touche de philosophie, de réflexion croisée, de regard croisé, et c'est comme ça qu'on a envisagé donc ce programme. Alors pourquoi on l'a appelé Masterclass Management? Parce qu'on pense que c'est vraiment pour des managers en action ou des futurs managers qui ont envie de passer un petit peu au-delà, être en masterclass et pas seulement dans des cours beaucoup plus classiques. Voilà, donc on accueille avec beaucoup de plaisir Monsieur Yann Martin, Édouard Mel, mon collègue doyen de la fac de philosophie, va mieux le présenter que moi. Et c'est vrai que je crois que nous avons trouvé une personne qui accepte ce challenge, pas du tout simple, de discuter, d'échanger auprès de personnes très diverses et variées de ces concepts philosophiques qui ont des résonances donc en management. Alors vous avez vu que c'est le début d'un cycle de conférences, puisqu'il y en aura 12. On a choisi des concepts ensemble. On espère qu'ils vous conviendront. Alors aujourd'hui, on commence avec réussir sa vie, mais après, ce sera des choses comme la faute versus l'erreur, le plaisir d'aller travailler, mais aussi la sanction, hein, si je me souviens bien. Enfin, on a voilà, tout thème qui ont une résonance quand on travaille et qu'on encadre des équipes. Voilà, nous n'oublions pas qu'en management, nous dirigeons des hommes et des femmes et que cette dimension est très importante. Alors, pour ceux qui sont en retard, il y a télétransmission dans l'amphi d'à côté. On est un peu victime du succès et ça vous permet éventuellement de suivre la conférence dans l'amphi 8 qui est juste à côté. Alors ça, c'est la première nouvelle. Je vais terminer sur une touche logistique. Les étudiants de l'EM Strasbourg qui ont choisi cet électif pour leur cours, comme ceux qui sont présents dans le cadre de notre futur parcours 3 valeurs, Babac vous attend à 20h précises pour que vous signiez, que vous émargiez, parce que voilà, on vous fait confiance, mais on aime mieux que vous nous mettiez petite signature, une petite griffe sur un document. Voilà, donc vous passez en amphi 8 à la fin de la conférence pour signer de votre présence. Voilà, donc je renouvelle mes vœux de bienvenue et j'espère vous voir aussi nombreux à la seconde séance qui est programmée donc dans un mois. Bien, merci beaucoup. Je serai bref. Alors, je commencerai peut-être par quelques mots de logistique, moi aussi, à l'adresse des étudiants de philosophie. Il y en a qui suivent ce cycle de conférences dans le cadre d'une UE de licence, d'une UE complémentaire de licence. Il faudra que vous vous mettiez bien sûr en contact avec Yann Martin pour ce qui est des modalités d'évaluation qui vous permettront de valider cet élément dans le cadre de votre licence. Alors, d'une manière plus générale, je suis évidemment très heureux et aussi, je dois le dire, très surpris parce que
Pour être très franc, c'est la première fois de ma vie que j'assiste à une conférence de philosophie qui est retransmise dans un amphi d'à côté, comme quoi ça aura existé. Et alors, je ne suis pas certain que nous soyons, nous, la seule faculté de philosophie qui travaille en partenariat avec une business school en France. C'est assez probablement le cas et je dois dire que je m'en félicite. Alors, quelques mots très rapides d'introduction et après quoi je laisserai la parole, bien sûr, à Yann Martin qui sera le maître d'œuvre de toutes ces conférences. Quelques mots pour expliquer le sens de ce partenariat et peut-être dire à ceux qui ne sont pas, je dirais, philosophes de vocation et de profession, en quel sens, enfin, ce que peut être l'intervention et ce à quoi peut ressembler l'intervention de la philosophie dans le domaine qui est le vôtre, à savoir les affaires et le management. Alors, première chose que je voudrais dire, et je pense que, en fait, Yann Martin va vous en donner des preuves très concrètes dans les minutes qui viennent. La philosophie, contrairement à ce qu'on entend dire parfois, n'est pas du tout une discipline qui est déconnectée du réel. Je crois qu'au contraire, c'est une discipline qui est au contraire en prise directe sur le réel, puisqu'elle interroge même le réel en tant que tel, ce que les sciences ne font pas toujours. On prend un exemple. Vous avez des sciences qu'on appelle des sciences de la vie. Vous avez, pour certains d'entre vous, fait au lycée des sciences de la vie et de la terre, ou ce qu'on appelle des sciences du vivant. Mais ce que c'est que vivre dans l'objet des sciences de la vie, il n'y a pas beaucoup de scientifiques qui l'interrogent. Et pourtant, c'est quelque chose de très concret et sur quoi il y a beaucoup à dire et à propos de quoi la philosophie peut proposer une réflexion construite, rationnelle, éventuellement démonstrative. Donc, à cet égard, je crois qu'il faut écarter d'emblée l'idée ou le préjugé, malheureusement très répandu, que la philosophie est une espèce de discipline contemplative et bavarde, complètement déconnectée du réel. Alors, ensuite, deuxième chose, et je m'arrêterai là, je n'en dirai pas plus. Ensuite, je voudrais situer, disons, le propre de l'interrogation philosophique par rapport à d'autres types de discours ou d'interrogations que vous pouvez rencontrer dans le cadre de vos études et dans le domaine d'études ou dans le champ d'études qui est le vôtre. En disant que je ne sais pas exactement ce qu'est le discours de la philosophie, c'est Yann Martin qui vous le dira et vous l'apprendrez de lui, mais on peut dire au moins ce que ce discours n'est pas. C'est-à-dire que ça n'est ni un discours descriptif qui a vocation simplement à dire ce qui se fait, comme par exemple une certaine sociologie peut le faire. Donc ça n'est ni un discours descriptif, ni un discours normatif qui ne dirait pas simplement ce qui se fait, mais qui aurait vocation à dire ce qu'il faut faire et qui serait tout simplement la morale. Or, la philosophie, ça n'est ni l'un ni l'autre, ni de la sociologie, ni de la morale. Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est encore autre chose. Ça a à voir avec ce que nous, philosophes, on appelle un discours critique. Le discours critique qui n'est ni descriptif ni normatif et qui interroge tous ces discours du point de vue de leur légitimité, de ce qu'on peut appeler la question de leur fondation, et qui, dans le cadre des conférences que vous allez avoir, porte de manière très générale sur ce qu'on présente à grands traits comme les valeurs. Or, le discours, la philosophie sur les valeurs, c'est un discours qui interroge, on peut dire, la valeur des valeurs. Qu'est-ce que c'est que valoir ? Comment se fait-il que aujourd'hui, alors on vive dans un monde où certains disent que on est en perte de sens, que les valeurs foutent le camp, que tout fout le camp, que il n'y a plus de saison ni de valeur. Et c'est pas du tout ça que, alors à mon sens, c'est pas du tout ça que vous allez entendre dans ces conférences.
Et alors, ce qu'on dit beaucoup, mais je ne sais pas jusqu'à quel point Yann Martin partage ce point de vue, ce que disent beaucoup les philosophes à propos de la théorie des valeurs, c'est que ce qui est caractéristique de notre époque, ça n'est pas que les valeurs sont parties, écroulées ou méprisées, c'est qu'au contraire, tout est valeur, et que nous sommes devenus à peu près incapables de penser autrement qu'en termes de valeur, c'est-à-dire d'interroger toute chose en se demandant d'abord ce que ça vaut. Et en ce sens, on peut dire que nous sommes un peu prisonniers d'un système du jugement qui établit des valeurs à tout bout de champ et qui, à force de ne penser qu'en termes de valeurs, devient tout à fait incapable de penser autrement. Donc la philosophie, c'est aussi une interrogation, sommes-nous capables de penser autrement qu'en termes de valeurs, et sommes-nous capables tout simplement de dire ce que sont ces valeurs qui nous gouvernent. Voilà, bien écoutez, je crois que j'en ai assez dit, donc je remercie Isabelle Barthes pour cette belle initiative qui profite aussi beaucoup à notre discipline qui souffre un peu d'enfermement dans un domaine assez spécialisé et qui a un problème peut-être d'attractivité par rapport à d'autres formations comme sont les vôtres. Et d'autre part, remercier bien sûr Yann Martin qui a répondu tout de suite favorablement à notre invitation et qui, j'en suis sûr, vous fera découvrir quelque chose de tout à fait inédit. Donc merci et je souhaite de bonnes conférences. Alors, on a chauffé la salle, on va vous laisser seul. Et on va vous poser une question. Donc, réussir sa vie. Réussir sa vie. Comment? Pourquoi? Est-ce que ça a un sens? Ça, je ne sais pas si c'est une question de manager ou de philosophe. Mais enfin, c'est une question d'être humain, je crois. Voilà, merci beaucoup Isabelle et Édouard. Merci pour votre invitation conjointe. Et puis, merci bien évidemment à vous tous. Alors, je me disais, tiens, allez, il y aura peut-être, comme d'habitude, dans un cours de philosophie, 10, 12, 15, 20 personnes peut-être. Je ne m'attendais pas à me retrouver devant un amphi plein, avec une retransmission, si j'ai bien compris, dans un autre amphi. Alors, il y a une chose au moins qui est sûre, c'est que si la prochaine fois vous êtes 4, je saurai à qui m'en prendre. Hein, c'est bien. Alors, je ne vais pas faire un long prélude pour essayer de justifier ma présence ici et le sens de cette rencontre entre le monde de la philosophie et le monde du management. Édouard et Isabelle s'en sont chargés mieux que bien. Mais simplement peut-être rajouter un petit point. Pourquoi, au fond, dans les écoles de management ou dans une pratique de type commercial, aurions-nous besoin de philosophie? Mais parce que fondamentalement, je crois, le management est de l'ordre de l'action. Alors ça peut vous sembler un peu paradoxal ce que je dis là, puisqu'on est habitué en règle générale à distinguer, voire à opposer ce qui serait de l'ordre de la pensée, ça c'est théorique, et ce qui serait de l'ordre de l'action. Alors là on est envoyé dans l'ordre de la pratique et de l'efficacité. Cette distinction tient, philosopher c'est distinguer les concepts, mais l'opposition en revanche ne tient absolument pas. Une action authentique exige toujours un recul critique ou un recul analytique, sans lequel elle deviendrait très vite une sorte de comportement programmé et stéréotypé. Et donc, sans ce recul critique, sans cette distance analytique, c'est l'action elle-même qui s'épuise, qui devient une sorte d'habitude formatée. Et quand la pensée n'est plus là pour vivifier notre pouvoir d'agir, pour l'ouvrir à des possibilités nouvelles, pour inventer des manières possibles de faire, et parfois de faire autrement, eh bien sans ce travail de la pensée, c'est notre pouvoir d'agir qui se trouve paralysé, et c'est notre pouvoir d'agir qui, bien évidemment, se trouve diminué. Donc je crois que c'est une des convictions fondamentales qui m'ont fait accepter de venir ici. J'ai bien conscience de ce qui est exigible dans le monde de l'entreprise et j'ai bien conscience en même temps que rien n'oppose un souci
entrepreneurial, entreprendre, c'est une manière d'agir, un souci théorique, penser, c'est préparer véritablement un terrain pour l'action. Ces séances philosophiques à l'école de management seront donc bien des séquences philosophiques. Il n'y a là strictement aucun complexe de ma part. Il ne s'agit pas d'essayer d'inventer une sorte de discours mixte qui ménagerait en quelque sorte la chèvre et le chou, les exigences des uns, les demandes des autres, les souhaits des uns et des autres. Vous remarquerez, si vous avez lu un petit peu la plaquette, si vous êtes laissé interpeller par les thèmes qui ont déjà été évoqués, qui ont déjà été préparés, que les notions qui vous sont proposées, l'efficacité, l'autorité, celle qu'a rappelé tout à l'heure Isabelle, que ces notions renvoient bien souvent à des lieux communs, à des idées toutes faites. Or, justement, je crois que l'une des choses qui caractérise la philosophie et qui lui donne sens aujourd'hui et puis depuis son acte de naissance, c'est qu'elle se veut aussi un examen critique et attentif des lieux communs, des poncifs, des préjugés, des idées toutes faites, où la pensée, bien souvent, s'englue et se fourvoie. Quand on est prisonnier de ce qu'on croit savoir, quand on est englué dans les lieux communs, quand on est prisonnier des idées toutes faites, non seulement on pense mal, à la limite on ne pense pas du tout, mais on ne se dispose pas à agir de façon authentique. Et donc la philosophie est née comme un souci d'élaboration conceptuelle qui ne vise pas, Édouard le rappelait, je l'en remercie, à fuir le réel, dans une sorte de monde des idées qui n'entretiendrait aucun rapport avec lui, mais qui vise au contraire à mettre de l'ordre dans nos représentations du réel. La philosophie n'est pas ce qui vient fabriquer une sorte d'outre-monde, ou d'autre monde, ou d'arrière-monde. Elle est ce qui vient prendre au sérieux ce monde-ci dans lequel nous vivons, ce monde-ci dans lequel nous pensons, ce monde-ci dans lequel nous agissons. Excusez-moi, petit problème technique, je vais faire quelque chose d'assez curieux, mais sinon je vais être embêté pendant 2 heures. Alors excusez-moi. Voilà, il n'y a plus de pile en fait, tout bêtement. Hein, voilà. C'est pas grave, je pense que je réussirai à vous entendre, sinon on réglera techniquement le problème s'il se présente tout à l'heure. Voilà. Donc ce travail d'élaboration conceptuelle, disais-je, n'est pas du tout un travail de fuite du réel, mais un travail par lequel précisément nous le prenons au sérieux. Je dis souvent aux étudiants qui me sont confiés que ce n'est pas la philosophie qui coupe les cheveux en 4, ce n'est pas la philosophie qui invente une réalité bien plus complexe qu'elle n'est, c'est au contraire le réel qui est si compliqué qu'il requiert pour être compris et pour qu'on puisse y déployer notre pensée, notre existence, eh bien qui requiert précisément une pensée qui ne peut pas être simple. Donc en fait, le rôle de ces conférences, c'est, et j'espère que j'y parviendrai, de nous aider, les uns et les autres, à être plus lucides à l'égard du réel, à nous ouvrir un véritable effort de lucidité. Et on voit mieux généralement quand on n'est pas trop près de ce qu'on regarde. Si je mets mon doigt comme ça sur mon nez, il a beau être tout près de mes yeux, il est si près que je ne le vois pas. Si je prends un peu de recul et un peu de distance, je le verrai bien évidemment beaucoup mieux. Eh bien, cette réalité dans laquelle nous avons à vivre, à penser, à agir, à aimer, nous ne pouvons véritablement la comprendre dans sa complexité que si, précisément, nous acceptons de prendre un recul critique qui nous permet précisément de mieux la voir. Or, bien sûr, ça nous oblige à une véritable discipline mentale parce que nous sommes souvent bien rassurés de nous raccrocher à des évidences, à des lieux communs, à des idées toutes faites qui nous semblent aller de soi. Et ce que nous prenons pour vrai spontanément, sans analyse critique, c'est souvent ce dont nous disons que ça crève les yeux. Ça crève tellement les yeux qu'on n'y voit plus rien, justement. Enfin, essayer de voir avec les yeux crevés, c'est quand même pas peut-être un conseil à donner à chacun d'entre nous. Et donc, penser, c'est bien ouvrir les yeux sur le réel, ce qui relève d'un effort de contemplation, les Grecs disaient théoria, mais la théorie, ce n'est pas ce qui nous éloigne du réel, ce n'est pas une sorte de reconstruction mentale en dehors des cadres du réel.
La théorie, la théoria, c'est la contemplation attentive du réel dans lequel, encore une fois, nous vivons, nous travaillons, nous pensons et nous agissons. Bref, nous allons maintenant pouvoir passer à ce pourquoi vous êtes venus, le vif du sujet, la question qu'évoquait tout à l'heure Isabelle Barthes et qui est celle qui nous rassemble ici, réussir sa vie. Autant dire qu'il s'agit pour moi de l'autopsie d'un lieu commun. Un lieu commun, une expression qui a priori dit quelque chose à chacun d'entre nous, une expression un peu enchantée, comme il y en a beaucoup, qui parle au cœur, à nos enthousiasmes, à nos émotions, peut-être un peu plus qu'à notre intelligence, raison de plus précisément pour y mettre de l'ordre. Si j'ai choisi cette expression un peu convenue pour cette leçon inaugurale, c'est à la fois parce qu'elle est l'exemple type d'un lieu commun, réussir sa vie, bon ben voilà, tout le monde sait ce que ça veut dire, ou tout le monde croit le savoir, en tout cas, et en même temps parce que je me suis dit que dans une école de commerce, on pouvait s'attendre, a priori, à ce que ce soit là une sorte d'ambition commune. Si vous êtes là, si vous êtes passé, par exemple, par des classes préparatoires pour venir ici préparer des diplômes particuliers, c'est sans doute, ou si vous êtes bien évidemment étudiant en philosophie, peu importe, c'est que nous sommes tous animés par ce désir de réussir notre vie. Alors bien évidemment, il y a quelque chose que je ne me permettrai pas de faire. Édouard a rappelé que la philosophie n'est pas prescriptive. Je ne me permettrai pas, et là vous allez peut-être être déçus, de vous dire comment faire pour réussir sa vie. Je ne suis pas Nadine de Rothschild, hein, c'est bon. Donc je n'ai pas de recette à vous délivrer pour vous dire attention, soyez prudents. Si vous évitez tel piège, si vous êtes attentif à conduire votre existence de telle ou telle manière, alors je vous promets, je ne sais pas, le bonheur, le succès, la gloire, l'argent. Il est bien évident que je suis absolument incapable de tenir un discours de ce genre et que j'en ai absolument pas la compétence. Ce qui m'intéresse, bien évidemment, c'est donc de procéder à ce que j'ai appelé tout à l'heure rapidement une sorte d'autopsie, c'est-à-dire au fond, accepter de faire de cette expression « réussir sa vie » quelque chose qui est peut-être d'abord commencé par perdre en vivacité, quelque chose de presque mort, justement pour ne plus nous laisser enchanter par cette expression, pouvoir la passer au scalpel, pouvoir la disséquer, pouvoir l'analyser de façon à identifier ce qu'elle a à nous offrir. Or, en philosophie, ce qu'une expression convenue, aussi banale soit-elle, a à nous offrir quand on la dissèque, en général, c'est ce qu'on appelle un problème. Voilà que surgit, au cœur même de ce qu'on croyait évident, de ce qui semblait aller de soi, quelque chose qui n'a plus rien d'évident, quelque chose qui ne va plus de soi. Et c'est une chance, parce que c'est là seulement que nous commençons à penser. Si aucun problème ne se dressait comme un obstacle devant notre intelligence, nous n'aurions rien à penser. Nous aurions simplement à énoncer, à exposer ce que nous savons déjà. Ce qui requiert de nous que nous entrions dans une démarche de pensée, c'est précisément ce qui ne va pas de soi, ce qui pose problème, ce qui fait obstacle à nos habitudes intellectuelles spontanées. Et donc, au lieu de voir les problèmes comme des ennemis, comme des difficultés inutiles, comme des obstacles inventés par la philosophie elle-même, acceptons d'y voir une chance. Là où il y a un obstacle, nous devons inventer nous-mêmes un chemin qui n'est pas balisé d'avance et qui nous permettra de l'affronter, de le dépasser et d'ouvrir pour la pensée et pour l'action, pour notre existence dans ce monde-ci, des itinéraires nouveaux, des chemins de traverse qui seront rarement des autoroutes, mais sur lesquels, sans doute, on pourra quand même avancer. Si je prête attention donc à ce que nous dit cette expression convenue, réussir sa vie, je peux partir a priori de quelque chose de simple. Tout le monde
a priori, sait ce que ça veut dire. Chacun est soucieux de réussir sa vie, disais-je. Le problème, c'est que dans son sens convenu, elle a à nous dire bien peu de choses, et des choses, après tout, pas très élevées. Pour Monsieur Tout-le-Monde, cette expression, réussir sa vie, veut dire des choses comme gagner de l'argent, avoir du succès, avoir du pouvoir, éventuellement, des honneurs, pourquoi pas, ou pour les plus romantiques d'entre nous, réussir sa vie conjugale, réussir sa vie familiale. Bref, quelque chose au fond d'assez convenu. Et si on en restait là, je ne vois pas très bien pourquoi on aurait besoin de l'analyse critique du philosophe. Après tout, la messe serait dite, il n'y aurait rien de particulier à rajouter. Mais dès qu'on prend un peu de recul, ce recul que j'évoquais tout à l'heure, cette distance critique qui rend possible l'analyse, eh bien, ce qui semblait aller de soi ne va plus de soi. Alors reprenons simplement les expressions. Ça tombe bien, celle-ci est courte, réussir sa vie. 3 mots, on devrait s'en sortir à peu près. Prenons-les un à un. D'abord, manifestement, le terme essentiel de cette expression semble être le terme « vie ». De quoi nous parle-t-elle de cette expression? Manifestement, évidemment, de la vie elle-même. La première surprise, en réalité, ce n'est pas de la vie qu'il est question, dans le sens courant de l'expression. Mais c'est de quelque chose d'autre. Par exemple, de sa carrière. On peut comprendre ce que veut dire réussir une carrière. Très bien. Mais même quand on a réussi une carrière, et même quand on l'a brillamment réussi, on n'a pas encore réussi sa vie. Bref, ce à quoi nous sommes renvoyés dans l'usage courant de cette expression, ce n'est pas à la vie, encore moins au mystère de la vie, c'est à quelque chose qui est de l'ordre de la prospérité personnelle, c'est à quelque chose qui est éventuellement de l'ordre d'une carrière. De tels sportifs, de tels personnages importants, Édouard Leclerc par exemple, nous dirons avec pourquoi pas beaucoup d'estime et de respect qu'il a réussi sa vie. Notons que nous le dirons au moment où il ne pourra plus en général démentir, puisque c'est le genre de choses qu'on dit des morts. Bon. Mais donc, il y a ici un usage pour le moins curieux du terme vie. Au mieux, cet usage est métonymique, c'est-à-dire qu'on prend la partie pour le tout. On prend la vie par le petit bout, telle dimension de notre vie, tels engagements particuliers, tels efforts particuliers. Et ce petit bout de la vie, cette portion plus ou moins congrue de notre vie, nous le traitons comme si c'était la vie elle-même. Au mieux, effet métonymique par lequel il ne faudra pas se laisser abuser. Au pire, on a là, bien sûr, une véritable réduction. C'est-à-dire qu'on cède à la tentation, sans doute dangereuse, inquiétante et paresseuse, de réduire la vie à ses succès ou à nos succès, et non seulement à nos succès, mais à nos succès en ce qu'ils ont de mesurable. C'est important parce que ce qui me frappe, je ne sais pas si ça vous frappe aussi, mais même dans l'éducation nationale, c'est le goût absolument incroyable qu'on a développé depuis quelques années pour la mesure. Quand on fait des projets, quand on lance des projets, et à plus forte raison quand on demande des moyens, eh bien, on nous demande de pouvoir mesurer les effets de ces projets, trouver des indicateurs chiffrés, l'expression, j'invente pas, voilà, des indicateurs chiffrés qui nous permettront d'évaluer précisément ce que l'on a fait. Or, je crois qu'il y a une manière commune d'utiliser cette expression, réussir sa vie, qui participe de cette espèce de frénésie contemporaine pour ce qu'il y a de mesurable dans les succès qui sont les nôtres. Au bout du compte, on voit bien que déjà, ce qu'il en est de la vie elle-même n'en sort sans doute pas élucidé. Deuxième terme important, sa vie. Bon.
reconnaissons qu'il y a quand même là, pour le moins aussi, un mode de propriété un peu confus. Bien sûr, j'y reviendrai tout à l'heure, bien sûr qu'il y a quelque chose de ma vie qui m'apparaît immédiatement comme mien. Bon, d'accord. Il y a là d'ailleurs quelque chose d'assez mystérieux. Mais reconnaissons quand même au moins, la philosophie commence par l'étonnement, paraît-il, qu'il y a là quelque chose d'étonnant. La vie, en tout cas, ne peut pas être mienne, comme des objets sont miens. Si je vous parle de ma montre, bon, ça ne vous posera sans doute pas de grands problèmes métaphysiques de reconnaître que cette montre est à moi parce que on me l'a offerte ou parce que je me la suis achetée. Bon, très bien. On parle aussi couramment de nos actions, mes actes, ou les actes d'un tel. Et il n'y a pas de difficulté majeure, quoiqu'en réalité si, sans doute, à reconnaître ce lien particulier qui nous rattache à nos actions et qui font que nos actions sont bien nos actions, et pas seulement des comportements socialement déterminés, par exemple. Bref, si c'est moi qui ai intégré le M, si c'est moi qui ai gagné le 50 mètres nage libre aux Jeux Olympiques, je vous rassure, c'est pas moi du tout, je vois bien évidemment, en quoi quelque chose de moi est engagé dans ce qui est un succès, une réussite ou un exploit. Mais que je pense en termes d'action ou quand je pense en termes d'objet, il n'y a pas là de quoi véritablement comprendre ce qui fait que ma vie est mienne, puisque ma vie, manifestement, n'est ni de l'ordre de l'action, pas en tant que telle, elle n'est pas un acte, même si elle a rapport avec l'acte, on le verra tout à l'heure, ni un objet que je pourrais m'approprier et soustraire de cette façon à la possibilité d'un bien commun. Deuxième remarque, réussir sa vie. On sent dans cette expression quelque chose quand même comme un parfum d'individualisme. On est soucieux d'abord de notre vie à nous, de ce petit bout d'existence qui nous est échu et avec lequel nous devons composer. Le problème, dès qu'on s'est montré soucieux, individuellement, de réussir notre vie, il nous faut bien reconnaître qu'hélas, on ne peut pas la réussir tout seul. Et voilà que cet autre, qui est vivant lui aussi, et qui lui aussi voudrait bien réussir sa vie sans doute, peut m'apparaître soit comme, dans le meilleur des cas, comme un partenaire, essayons ensemble de réussir quelque chose, soit dans le pire des cas, eh bien comme un adversaire contre lequel il me faudra bien réussir. La lutte, struggle for life, disait Darwin, voilà, dans cette lutte qu'est la vie, tous ne réussiront pas de la même manière, il y aura une sorte de sélection naturelle, les meilleurs réussiront mieux que les autres, et voilà qu'on peut simplement se laisser aller à réduire en quelque sorte la vie en ce qu'elle a d'humain, en une sorte de lutte pour la survie des individus les plus aptes. Bien évidemment, là encore, on se rend bien compte qu'on ne gagnerait pas grand-chose à réduire cette expression à sa signification simplement cynique. Le troisième terme qui nous est proposé dans cette formule, c'est le terme « réussir ». Là aussi, ce n'est pas si clair. On voit à peu près, et je dis bien à peu près, ce que veut dire réussir un 100 mètres. Si c'est moi qui le cours, ça veut dire ne pas tomber avant la fin. Bon, d'accord, dans ce cas-là, j'ai réussi un 100 mètres. Pour d'autres, ce sera par exemple courir, je sais pas moi, en 9 secondes 63 ou être le premier sur la ligne d'arrivée. Ça nous montre déjà que réussir, cela dépend bien évidemment d'une ambition particulière dans laquelle on s'est projeté. Si mon but, c'est de finir dans les 3 premiers, en étant 3e, j'ai réussi mon 100 mètres. Si mon but, c'est de descendre en dessous de 9 secondes 5, en courant en 9,49, j'ai réussi mon 100 mètres. En courant en 9,60, je l'ai raté.
Si mon but c'est de le finir, de ne pas tomber avant la fin, après tout, même si j'avais besoin de 17 ou 18 secondes pour ça, après tout, je l'aurais couru et je l'aurais, moi aussi, réussi. C'est-à-dire que le vocabulaire de la réussite nous renvoie à la fois à un résultat souhaité, envisagé, en fonction, bien évidemment, de nos ambitions particulières, et aux moyens mis en œuvre pour le réussir, pour l'atteindre. L'ordre des moyens est ici capital. On ne peut pas dire quand on a gagné au loto, ou alors dans un sens vraiment très pauvre, j'ai réussi à gagner au loto. Vous allez me dire qu'il fallait mettre en œuvre un certain nombre de moyens, au moins celui qui consiste à jouer, mais enfin, on n'est pas dans l'ordre ici d'une mise en œuvre proportionnée à la réussite que l'on peut attendre de l'acte par lequel on décide de cocher quelques numéros sur une grille de loto. Le vocabulaire de la réussite renvoie donc à celui des moyens et des fins, et des moyens proportionnés aux fins qu'on se donne. Ça veut dire que ça suppose déjà une distance minimale, celle qu'on évoquait déjà tout à l'heure, une distance analytique qui me permet de juger pour un projet donné quels sont les moyens que je dois mettre en œuvre pour l'atteindre. Et je sais bien que dans les entreprises, quand on est soucieux de réussite, même s'il ne s'agit pas de réussir sa vie, on est toujours bien évidemment attentif à essayer de faire en sorte que les moyens soient autant proportionnés que possible aux fins que l'on vise. Donc c'est très bien de vouloir réussir, bien sûr. Le problème, c'est que la vie, ce n'est pas un exploit à réaliser. Quand je dis ceci, la vie n'est pas un exploit à réaliser. Ça veut dire au fond quelque chose de tout simple que j'espère vous m'accorderez sans difficulté majeure. C'est qu'il nous est donné de vivre sans que nous ayons pour cela à nous mobiliser. Si nous sommes vivants, ce n'est pas parce qu'un jour nous nous sommes dit « Tiens, moi, mon but, c'est d'être vivant. Je vais mettre en œuvre les moyens qui me permettront d'être vivant. Tiens, je vais essayer de faire en sorte que mes futurs parents se rencontrent. » Bien sûr, on pourrait imaginer des œuvres de science-fiction tout à fait étonnantes de ce point de vue-là. Et puis, si j'arrive à bien manœuvrer, normalement, au bout du compte, ça y est, je devrais réussir ma vie, ou au moins réussir à être en vie. Bien sûr, vous le savez bien, c'est pas comme ça que ça se passe. Il nous est donné de vivre, j'y reviendrai tout à l'heure, sans que nous n'ayons jamais eu ni à le demander, ni à en avoir l'ambition. Sans que nous n'ayons eu quelques moyens que ce soit à mettre en œuvre pour réaliser ce qui n'a jamais été notre projet. La vie est advenue sans qu'il y ait quoi que ce soit en nous qui l'ait demandé, projeté ou ambitionné. Or, bien sûr, vous pourriez dire « Oh, vous jouez un peu sur les mots parce qu'on est dans le cadre de la vie biologique. » On verra tout à l'heure si je joue sur les mots ou pas. On a un petit peu de temps pour essayer d'avancer encore. Mais vous pourriez me dire éventuellement que non, ce qui est en jeu dans réussir sa vie, c'est pas simplement réussir à être vivant, c'est quand même quelque chose d'un peu plus ciblé. C'est réussir une vie qui soit bonne. C'est-à-dire qu'au fond, on ne serait pas dans l'ordre de la vie, en général, dans un sens par exemple biologique, mais qu'on serait plutôt dans l'ordre métaphysique ou éthique de la vie bonne. Et que c'est cette vie-là, cette vie bonne, qui requiert nos efforts. Pour bien vivre, il faut se donner un certain nombre de moyens adaptés, si possible, à une vie qui serait alors déterminable comme une vie réussie, ou, dans une perspective grecque, une vie heureuse. Voilà. Là encore, les choses seraient simples si on pouvait en rester là. Hélas, je crois qu'elles sont en réalité, ou heureusement d'ailleurs, sinon j'aurais plus grand-chose à vous dire, bien plus compliquées. D'abord, la vie bonne elle-même, quoi qu'on mette sous ce nom, et le bon vivant, ce n'est pas toujours celui qui est exemplaire en termes de vie bonne. Bon, d'accord. Quoi qu'on mette sous ce nom, la vie bonne ne peut pas être réduite à nos succès, ni professionnels, ni sentimentaux,
ni scolaire, ni universitaire. Alors bien sûr qu'il faudra peut-être se demander, mais alors c'est quoi cette vie bonne? Cette vie bonne que nous sommes appelés à essayer de réussir. Alors là encore, si vous attendez de ma part quelques prescriptions que ce soit, désolé, je n'en aurai strictement aucune. Si j'avais la recette de la vie bonne, je suis sûr que je la donnerais, mais je me ferais payer cher pour ça. Mais au moins cette analyse préparatoire, c'est la seule chose qu'on a fait pour le moment. Essayez de prendre au sérieux les termes de l'énoncé. Quand on fait de la philosophie, en classe terminale, en classe préparatoire, on dit voilà, analysez véritablement le sujet. Ce n'est pas un petit exercice formel qu'on demande aux étudiants juste pour les embêter. C'est que cela est requis dès lors que nous voulons vraiment savoir de quoi nous avons à parler et quels problèmes nous avons à affronter. Donc bien sûr, cette analyse préparatoire ne nous a pas encore révélé si cette expression a un sens assignable, et encore moins lequel. Mais elle nous a déjà permis de prendre au moins nos distances avec la fausse clarté d'une formule convenue. Elle nous a déjà permis de faire surgir des problèmes sans lesquels, je le disais tout à l'heure, nous ne saurions authentiquement faire acte de pensée. Au lieu de nous laisser paralyser par les problèmes qui se dressent devant nous, considérons-les comme une invitation à poursuivre notre travail, notre effort de pensée. Reprenons l'analyse, déployons-la dans un registre qui, bien sûr, ne peut plus être celui des idées toutes faites, des représentations convenues, des évidences triviales, mais qui doit être celui des concepts. Alors, bien sûr, c'est un mot qui fait peur, le mot concept, parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Les philosophes eux-mêmes, parfois, ont du mal à dire clairement ce que c'est. Mais je crois qu'il y a déjà un moyen quand même de savoir de quoi on parle ici. C'est que dans la langue courante, dans le langage quotidien, les mots que nous utilisons fonctionnent suffisamment bien, en règle générale, dans les conversations ordinaires, sur le mode de l'évocation. Ça suffit pour qu'on s'entende à demi-mot. Mais lorsqu'il s'agit de construire notre pensée, ça ne suffit plus. Ce qui suffit à un échange ordinaire, civilisé, agréable et sympathique, ne suffit plus pour mettre de l'ordre dans nos idées, ce qui veut dire en même temps mettre de l'ordre dans le réel. Il faut savoir de quoi on parle, il faut se mettre d'accord sur la manière dont on conçoit le réel, dès lors qu'il ne suffit plus simplement de le percevoir pour le décrire. Mais pour concevoir le réel, c'est-à-dire pour lui donner la possibilité de se refléter dans notre esprit, ce que veut dire concevoir, je crois. Il faut pouvoir, nous ne pouvons pas nous passer des mots. Le travail intellectuel n'est pas un travail de l'âme, de l'esprit, de l'intelligence, qui, hors langage, contemplerait la réalité de manière nue. Ça se passe toujours dans les mots, ça se passe toujours dans le langage, plus que cela, ça se passe toujours dans une langue particulière. On ne pense pas de la même manière quand on pense selon les schémas de la langue chinoise ou ceux de la langue française. Et donc, bien sûr qu'au cours de ces séances, au cours de ces 12 séances que j'espère nous allons continuer à passer ensemble, si vous ne prenez pas la poudre d'escampette, eh bien sûr qu'il y aura un travail conceptuel à faire, qui ne sera pas une façon de simplement formelle de jouer à être philosophe, mais qui sera une manière de répondre fidèlement, je l'espère, à une exigence philosophique fondamentale. Parce que philosopher, c'est, qu'on le veuille ou non, penser par concept, et non pas simplement exprimer ce qui nous passe par la tête le mieux possible, ce qui serait simplement un exercice rhétorique. Donc essayons de reprendre et déployer notre analyse. De quoi peut-on partir? Le problème, c'est que la vie, je vais le dire comme ça un peu brutalement, n'est pas un concept. Quand je dis que la vie n'est pas un concept, ça veut dire quelque chose de très simple en fait. Que la vie se vit, elle ne se conçoit pas. Essayez de concevoir la vie pour voir
vous risquez, dans un premier temps au moins, de ne pas concevoir grand-chose. Notre rapport naturel, spontané à la vie, n'est pas d'abord un rapport conceptuel, mais un rapport vital. La vie, c'est presque un truisme, c'est d'abord ce que nous vivons. Or, bien sûr, vous pourriez me dire, mais non, quand même, dans la tradition occidentale, il y a au moins 2 grands courants de pensée qui peuvent nous dire ce que c'est que la vie. Je ne sais pas, moi, par exemple, au hasard, la biologie et la philosophie. Ben non, là aussi, je crois qu'on risque d'être déçu si on leur fait trop confiance. Pourquoi ? Oh, je vais aller vite sur la biologie. Je vais reprendre une formule de François Jacob, dans La logique du vivant, qui nous révèle ce que nous savions tous, c'est que la biologie ignore la vie. Elle ne sait pas ce que c'est. Oh, je vais peut-être vous choquer en réalité. On sait bien que la biologie, sous son appellation scolaire, c'est science de la vie. Bon, d'accord, et de la Terre, SVT. Et donc, s'il y a quelqu'un qui peut nous dire ce que c'est que la vie, c'est bien le biologiste. Non, c'est pas faire insulte à la biologie que de lui rappeler, avec François Jacob, qui est un biologiste, que la biologie ignore la vie. Elle ne sait pas ce que c'est. Elle a affaire à quoi ? Non pas à la vie, mais à certaines de ses manifestations sous la forme du vivant. Elle a affaire à des fonctions organiques. Je ne sais pas, la fonction glucogénique du foie, par exemple. Mais elle n'a jamais affaire à la vie elle-même. Et en règle générale, je ne vais pas développer cette idée, ça me conduirait trop loin, quand les biologistes se mettent à définir la vie, ça donne des choses quand même qui laissent pour le moins perplexe, ou qui, en tout cas, moi, me laissent pour le moins perplexe. Donc non, la biologie, méthodologiquement, a affaire au vivant, et au vivant en tant qu'il s'incarne dans des structures organiques. C'est très bien. Nous avons beaucoup à apprendre de la biologie, peut-être pour comprendre ce que c'est que la vie, sans aucun doute même. Mais ce que nous pourrons apprendre de la biologie pour comprendre ce que c'est que la vie, eh bien, c'est ce que nous pourrons déduire de ce qu'elle nous enseignera. Ce n'est pas ce qu'elle nous dira de la vie, dont elle n'a, en tant que telle, pas grand-chose à nous dire. Ma posture n'est pas celle ici d'un philosophe hautain qui voudrait élever la philosophie au-dessus de la biologie, et dire que le philosophe, lui, au moins, il sait de quoi il parle quand il parle de la vie. Et non. Si, là aussi, autre constat, simple, la vie est le grand impensé de notre tradition philosophique occidentale. Elle est ce que la philosophie ne s'est quasiment jamais donné les moyens ou l'ambition de penser. Elle aussi s'est intéressée au vivant, dès Aristote. Elle s'est intéressée à certaines modalités de l'existence humaine, la vie philosophique, la vie politique, la vie scientifique, la vie des hommes illustres. Au XIXe siècle, ou à partir du IXe siècle, il y a même un courant de pensée philosophique qu'on appelle la phénoménologie, qui s'est, de manière novatrice d'ailleurs, intéressé au vécu. Très bien, voilà quelque chose de nouveau qui surgit dans le paysage philosophique. La vie, la philosophie en tant qu'elle s'occupe de ce qu'elle appelle les manifestations phénoménales de l'existence. Ce que nous vivons avant de le penser, avant tout procès cognitif, pour parler comme Merleau-Ponty ou pour parler comme Husserl. Très bien la vie des hommes illustres, très bien la vie philosophique, très bien la vie heureuse, très bien la vie morale, très bien le vécu. Mais tout ça, ce n'est encore pas la vie. Et la vie reste comme en réserve derrière ce que nous pensons, quand nous pensons le vivant, aussi bien que le vécu. Alors est-ce que ça veut dire que nous serions condamnés à être plus pauvres que Job ? À dire, on n'en sait rien en fait. Elle est si proche de nous, nous sommes tellement collés à la vie en tant que vivants, que nous ne pouvons rien en dire. Non, je ne crois pas. Alors, je ne crois pas qu'il faudrait inventer ici une sorte de philosophie négative qui s'interdirait de parler de la vie au motif que nous sommes incapables d'en dire quoi que ce soit. Ce serait curieux d'ailleurs. D'après Aristote, vous le savez, nous sommes des vivants doués de logos, des vivants doués de raison et de parole, tout à la fois. Il serait quand même curieux qu'un vivant doué de logos, capable de parler, capable de penser, à ce titre, soit incapable de dire quoi que ce soit de pertinent sur ce qu'il vit, à défaut de le concevoir. Pour le dire autrement,
il y a un savoir naturel et spontané de la vie par elle-même qui se donne toujours déjà en chaque vivant. Pour savoir ce que c'est que la vie, il suffit déjà d'être vivant. Alors, dans ce savoir de la vie qui se révèle dans toute expérience de la vie, dans toute expérience qu'un vivant peut faire de la vie, j'ai voulu recueillir peut-être 3 éléments que je vous propose. Qu'est-ce qui se donne à connaître de la vie, de cette vie que nous prétendons réussir, dans l'expérience que nous faisons de la vie en tant que vivant. Première chose qui, me semble-t-il, se donne à connaître, c'est que ce n'est pas nous qui allons à elle. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas l'appréhender sur le mode de la conquête. Nous ne pouvons pas aller vers la vie comme quelque chose à gagner, à faire fructifier ou à conquérir. Ce n'est pas nous qui allons à elle, c'est elle qui vient à nous. Et elle vient si bien à nous, même s'il me faudra dans quelques instants dire ma perplexité à l'égard de cette formule, qui peut-être n'est pas encore suffisamment précise. Dire qu'elle vient à nous, c'est reconnaître qu'elle nous a toujours déjà précédés. La vie ne peut advenir qu'à partir de la vie. La vie est toujours ce qui, avant nous-mêmes, vient à nous pour se déployer en nous. Sans la vie de mes parents, sans cette vie dont ils ont vécu avant que je naisse, jamais la vie ne serait venue à moi. La vie ne peut provenir que de la vie elle-même. Dire qu'elle vient à nous, je le disais tout à l'heure, c'est dire que nous ne pouvons jamais la précéder. Nous n'avons rien à demander, rien à faire, encore une fois, pour que la vie advienne. Mais alors c'est une conséquence terrible. C'est que je ne peux même plus dire simplement que la vie est venue à moi, puisqu'il aurait fallu qu'il y ait déjà ce moi auquel la vie est venue pour pouvoir la recevoir. Il y a là quelque chose d'absolument stupéfiant. La vie ne vient pas même à moi, elle advient de manière absolument pure. Je ne vais pas rentrer ici dans une sorte de phénoménologie radicale de la vie, ce serait sans doute un petit peu trop complexe, mais elle advient de manière absolue, et c'est par cette advenue absolue de la vie à elle-même que je peux seulement advenir à moi-même. La vie me donne à moi dans l'acte même où elle se donne à moi. Première leçon qui, me semble-t-il, ne relève pas d'une sorte de spéculation éthérée d'un philosophe spiritualiste, que je ne suis pas d'ailleurs, mais qui, me semble-t-il, s'impose d'elle-même quand on prend au sérieux l'expérience de la vie. Cette expérience que je viens d'essayer de relever devant vous, je crois que nous pouvons tous la faire pour notre propre compte. Deuxième leçon, deuxième élément peut-être de savoir qu'elle a à nous proposer, elle est, c'est lié à la première, un déjà là donc, qui, je le disais tout à l'heure, advient indépendamment de toute demande, et un déjà là qui advient indépendamment de toute demande et qui nous met à l'épreuve, qui nous donne de pouvoir l'éprouver, c'est ce qu'on appelle une aventure. La vie est une aventure, ça ne veut pas dire que certaines vies sont aventureuses, et ça ne veut pas dire simplement que certains vivants sont des aventuriers. La vie est une aventure, ça veut dire qu'elle est de l'ordre de l'advenu radical de ce qui n'est jamais programmable. Nous n'avons pas programmé le fait d'être un jour vivant, et ce vivant que nous sommes ne peut pas entretenir à la vie un rapport qui soit celui d'une programmation. Alors nous serions toujours profondément déçus. Ce qui advient à nous, dès lors que nous sommes vivants, c'est toujours non seulement inédit, jamais ce qui ne nous advient n'est advenu tel quel à qui que ce soit d'autre, mais c'est en même temps de l'ordre de l'imprévisible absolu. Sagesse élémentaire, nous ne savons pas de quoi demain sera fait. La vie, ce n'est pas la planification d'un programme de réussite. La vie, ce n'est pas la mise en place de stratégies en vue d'optimiser nos ressources. La vie, c'est l'irruption permanente en nous-mêmes
de ce qui ne cesse jamais de nous désinstaller de nous-mêmes. Ce qui nous prend à revers, ce qui nous déborde en permanence, ce qui n'a jamais fini de nous faire exister, c'est-à-dire, au sens propre, de nous situer en dehors de nous. La vie d'un vivant, fût-il une huître, ce n'est jamais le Club Med. Ce n'est jamais la programmation de nos loisirs, de nos projets, de nos entreprises, avec l'assurance que ça se passera comme prévu. Et on le sait bien, dès lors que l'on prend au sérieux ce que être vivant signifie, ça ne se passe jamais comme prévu. J'entre à l'école de management ou en fac de philo, je me fais bien sûr certaines idées sur ce que je vais y faire, y apprendre, y découvrir, mais au fond, les idées que je me suis fait a priori ont très peu de rapport avec ce que je vais y vivre réellement. Je crée une entreprise, je fais une étude de marché, je prends soin de me faire conseiller, j'élabore une stratégie générale, mais je sais bien que l'entreprise, si elle naît, que je vais avoir à diriger, eh bien, elle ne sera pas conforme à ce que j'avais construit, au schéma mental que je vais élaborer. Ou, troisième exemple, je me prépare à devenir père de famille ou mère de famille. À ce sujet, je crois que c'est Bernanos qui disait que la paternité est la dernière aventure que puisse vivre l'homme moderne. Alors, Bernanos, Peggy, je l'ai lu chez les deux, je crois, je ne sais pas lequel l'a pris auquel. Bon, peut-être qu'ils sont partagés après tout. Hein, Or, la paternité, je veux bien dire la parentalité. Allez, j'accepte. Après tout, être mère, c'est sans doute pas mal non plus comme aventure. Hein, Mais quand on dit, quand Bernanos écrit que la paternité est une aventure, je crois qu'il faut le prendre au sérieux. Ça ne veut pas dire que tout père est un Indiana Jones qui s'ignore, hein, absolument pas. Hein, Mais ça veut dire simplement qu'être père, c'est savoir que ce qu'on a à vivre en tant que père déjouera toujours nos projets. On a planifié des choses pour nos enfants. On a planifié leurs études, leurs trajets, les conditions dans lesquelles ils pourront travailler, grandir, s'épanouir. Mais il suffit d'être un père vivant, et pas seulement accroché à des programmes informatiques ou à des livres plus ou moins bon marché, plus ou moins savants, pour savoir qu'en réalité, eh bien, quand les enfants seront là, ça ne se passera pas du tout comme on avait prévu. Et que nos plans les mieux calibrés, de toute façon, seront déjoués, tant mieux, parce qu'eux-mêmes sont des vivants. Parce qu'on a affaire à la vie comme aventure, et non pas à des programmes informatiques plus ou moins bien calibrés. Troisième leçon, ou troisième élément de savoir que l'expérience de la vie telle que chacun d'entre nous peut la faire, peut nous offrir. Alors je ne sais pas, c'est peut-être un terme un peu technique, mais je vais le dire comme ça, c'est que la vie, alors je vais le dire d'abord de manière simple, que la vie est un don. Alors le problème, c'est que le dire comme ça, c'est peut-être embêtant, parce qu'on ne sait plus très bien ce que c'est qu'un don. La plupart de nos dons sont des modalités de l'échange, et la plupart du temps, quand nous donnons, c'est pour mieux recevoir ensuite. Bref, bien souvent, pour nous, donner, c'est investir. Et on n'aime pas trop investir à fond perdu. Alors c'est pour ça, ce vocabulaire du don, je préfère le laisser un peu de côté, puis tant pis. Allez, jouez le jeu d'un vocabulaire un peu plus technique. La vie est donation. C'est-à-dire, elle est vraiment de l'ordre d'un donné radical. Ou, pour mieux dire, d'un étant donné. J'aime bien cette expression qui s'entend dans la langue française. Si je dis, par exemple, tiens, étant donné qu'il fait beau, je vais emmener mes enfants à la plage. Hein, ou, étant donné qu'il fait froid, on va se regarder un bon film à la télé. Cette manière de parler, on ne l'entend plus, on y est habitué. Voilà, c'est un idiotisme de notre langue, parmi tant d'autres. Non, je crois qu'il faut le prendre au sérieux. Il faut prendre au sérieux la langue quotidienne, il faut prendre au sérieux le trésor de la langue commune en ce qu'elle a à nous dire sur les expériences que nous vivons et que nous faisons, parce que toute expérience vivante est une expérience qui se fait dans une langue particulière. Hein. Étant donné, voilà, quelque chose est donné que nous n'avons pas demandé, et quelque chose est donné qui n'est même pas donné à nous en particulier, mais qui nous déborde largement. D'ailleurs, quand il s'agit de dire ce quelque chose qui est donné, que nous n'avons pas demandé mais avec lequel il faut composer, la langue allemande dit « es gibt ». Il y a. Mais c'est le verbe « geben »
qu'il y a derrière. C'est donner. On est là dans l'ordre d'une donation que j'appelle donation pure. Pourquoi ? Parce que ce qui est donné dans ce don est donné à fond perdu. Et c'est donné à fond perdu parce que c'est un don tout à fait surprenant. C'est un don sans donateur, ou en tout cas sans qu'il soit nécessaire de poser un donateur. Nul n'a donné, et pourtant c'est donné. Et c'est un don sans donataire. C'est pas donné à moi. Le soleil ne brille pas pour Yann Martin. Et le froid ne jaillit pas pour que je puisse enfin prendre un peu de temps pour me poser devant mon poste de télévision. J'y suis pour rien, je vous promets, quand il fait froid. Hein, et quand il fait chaud non plus, hélas. Hein, c'est... Un don sans donataire, un don sans donateur, mais en même temps, un don profondément exigeant. À quelles conditions un don peut-il être un don ? À condition que nous l'accueillons. Le don en lui-même n'est jamais accompli comme don s'il ne bénéficie pas de la grâce d'un accueil. Tout don requiert notre oui. Tout don requiert notre accueil. Cette vie qui m'est donnée ne m'est vraiment donnée que si j'accepte de la recevoir, que si j'accepte de l'accueillir. L'accueillir, l'apostrophe A2C, hein, pas l'accueillir, la rose de Ronsard, là n'y est pour rien non plus. Hein, c'est... Bon. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce qui requiert notre oui ne requiert ni notre effort, ni notre volontarisme. Il ne s'agit pas de se battre pour être le vivant le plus vivant possible, ou le plus fort possible, ou le plus puissant possible. Il s'agit simplement d'accueillir les mains nues un don qui nous est fait et qui a précédé d'avance toute demande. La vie ne nous dit pas « fais l'effort de me mériter », elle se donne à nous et ne requiert que notre oui, rien d'autre que notre accueil. Alors on avance peut-être tout doucement dans une possibilité de comprendre cette étrange formule dont nous sommes partis. Mais il y a encore du chemin à faire. Cette vie donnée, cette vie que nous pouvons accueillir et qu'hélas nous pouvons aussi refuser, parce que nous pouvons ne pas nous reconnaître en elle, c'est pas une vie. Je refuse de vivre cette vie-là, ou cette vie qui m'est imposée, c'est pas la vie que j'ai voulu vivre. Bien sûr qu'il y a là des drames et des tragédies qu'il faut pouvoir prendre au sérieux. Mais la question que je voudrais poser maintenant, c'est comment cette vie qui est donnée et qui peut être accueillie, qui peut être reçue, cette vie qui est la vie, elle n'est pas encore ma vie. Et comment peut-elle le devenir ? Comment cette vie qui m'est donnée peut-elle devenir ma vie ? Je vais vous proposer 2 réponses possibles. Je commence à lorgner un petit peu sur la montre parce que je tiens vraiment profondément à ce qu'un échange puisse avoir lieu, pas seulement entre vous et moi, mais entre vous et vous, au terme de cet entretien. Je crois que ce qui est important, au fond, c'est que cette parole puisse donner à penser et qu'en donnant à penser, elle puisse vous donner, vous aussi, à parler. Première réponse possible, donc, elle m'apparaît comme mienne dans la mesure où je l'éprouve, où je suis affecté par elle de manière singulière et unique. En effet, il y a quelque chose quand même qui est assez manifeste, c'est qu'il n'y a que ma vie que j'éprouve comme ma vie. Je peux reconnaître la vie d'autrui, je peux reconnaître autrui comme vivant, mais il y a toujours un acte de foi. Suis-je sûr que ce n'est pas une machine ? Dans un bouquin d'Asimov que j'ai lu il y a des années, il y a une scène qui m'avait profondément marqué, où vous avez un personnage, ça s'appelle Fondation, je crois, le cycle de Fondation. Il y a un personnage qui traverse plusieurs... C'est un roman énorme, gigantesque, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous parmi vous qui l'ont déjà lu, mais il y a un personnage qui traverse les 600, 700 premières pages. Oh, il est bien, il est sympa et tout. Un bon vivant, mais dans un sens presque éthique. Vraiment, puis, pas de bol, un jour, il meurt. Et puis voilà, qu'est-ce qui nous est révélé ? C'est que ce n'était pas du tout un vivant, c'était une machine. Bon, ça m'avait profondément perturbé. Je me dis, oui, au fond, qu'est-ce que je peux savoir de la vie d'autrui ? La mienne, c'est clair, j'espère. À moins que je sois une machine
à produire l'illusion que je suis vivant. Ah, il y a des théories philosophiques comme ça, hein, c'est le behaviorisme par exemple. Hein, c'est bon, ça se trouve ses racines, c'est la maîtrise, des gens tout ça. Bon, je vais pas vous faire un cours là-dessus. Ça donne des choses assez surprenantes et assez sidérantes quelquefois. Mais au fond, sans aller aussi loin, je n'éprouve pas la vie d'autrui comme j'éprouve la mienne. J'éprouve la mienne de manière absolument unique et singulière, à chair de peau. À la limite, c'est même en éprouvant la vie comme mienne que je m'éprouve moi-même comme un vivant singulier, comme un moi, comme un sujet. Je ne prends conscience de moi-même comme sujet qu'en éprouvant cette vie qui est la mienne, comme cette vie singulière, que je ne peux éprouver comme telle, qu'il m'est donné d'éprouver comme telle, sans que je puisse l'éprouver comme telle à la place d'autrui. La vie d'autrui, c'est précisément cette vie que je ne vis pas. Il y a quelque chose de frustrant, bien évidemment. Même vivre avec autrui, même partager sa vie, comme on dit, c'est toujours être condamné à cette distance. Certains ont bâti des théories à ce qu'on appelle théorie de l'incommunicabilité. Bon, d'accord, mais je ne crois pas que ce soit aussi tragique que ça. C'est peut-être même ce qu'il y a de beau. Parce que je ne peux pas vivre la vie d'autrui, je peux rencontrer autrui dans le mystère de son existence propre, irréductible à la mienne, parce que sa vie n'est pas ma vie. Et parce qu'en vivant ma vie, je ne peux vivre que ma vie, et c'est de l'intérieur de ma propre vie seulement que je peux rencontrer la vie d'autrui. Donc, au fond, je crois que la première expérience subjective, c'est pas d'abord l'expérience du cogito, par exemple, au sens où peut-être on vous l'a enseigné. C'est une expérience bien plus simple, mais après tout, c'est peut-être ça que Descartes veut dire quand même, j'en sais rien. C'est l'expérience d'un s'éprouver vivant absolument unique, singulier et irréductible. Et c'est en apprenant à m'éprouver vivant, à être heureux d'être vivant, que je me découvre comme sujet lui-même unique et singulier. La singularité du moi s'enracine dans l'absolue singularité de cette vie qui est mienne. Le problème, ou la limite de cette réponse, qu'est-ce qui fait que la vie est mienne, c'est qu'il peut y avoir là l'expérience d'une simple passivité. Je me reconnais dans ce que je vis, ça veut dire je me reconnais dans mon vécu. Alors j'aime pas qu'on galvaude un peu ce terme, hein. Une expression que je déteste, ça m'interpelle au niveau du vécu, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Hein. Mais enfin, mon vécu, c'est bien ce que je vis. Le problème, c'est que le mot vécu est un participe passé. Et quand, en tant que participe passé, il est bien l'indice d'une sorte de participation passive à cette vie que j'éprouve comme mienne. Que je le veuille ou non, il me suffit au fond de recevoir ce vécu pour me reconnaître en lui, fût-ce passivement. Bref, ce premier mode d'appropriation possible de sa propre vie a quelque chose d'élémentaire, en même temps quelque chose de passif qu'il faut sans doute dépasser. Vivre, et vivre vraiment, ce n'est sans doute pas simplement reconnaître passivement un don qui nous est fait. Se reconnaître en ce que nous vivons. Deuxième réponse possible, donc, la vie devient ma vie quand je passe de la passivité, la vie reçue, la vie donnée, la participation passive, à l'activité. Pourquoi ? Mais pour une raison relativement simple. C'est que quand on dit mon ou ma, on pense d'abord à des choses. On pense d'abord à des biens. Ma montre, ma voiture, mon cartable, mon micro. Voilà, pour le moment, il est à moi celui-là. Mais au fond, les choses qui sont nôtres ne sont jamais vraiment nôtres. Comme on dit en langage juridique, elles peuvent être aliénées. On peut me les voler. Je peux les perdre, je peux les vendre. Et voilà que ce qui est mien ne sera plus mien. Puis je peux le donner, tout simplement. Il y a quelque chose de bien plus nôtre que nos biens. Et ce qui est bien plus nôtre que nos biens, ce sont nos actions. Là, nous avons un rapport à nos actes qui est un rapport absolument ontologique, et pas simplement un rapport juridique. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis que nous avons à nos actes un rapport ontologique et non pas simplement juridique ? Je veux dire simplement ceci. Quand j'ai fait quelque chose, quand j'ai accompli un acte, je ne peux plus
m'en défaire. Il n'y a rien dans mes actes que je puisse aliéner. Ce qui est fait, et rien ne pourra le défaire. C'est fait pour la vie, comme on dit. Tiens, c'est intéressant comme formule. Pour la vie, c'est fait. Je pourrais plus m'en défaire. Un jour, peut-être que je vais avoir des regrets. J'aurais pas dû le faire. Puis un jour, je serai mort. J'aurais plus de regrets. Ce serait déjà ça de gagner. Mais même pour l'éternité, il n'en restera pas moins que je l'aurais fait. Et que c'est moi, Yann Martin, qui aurais accompli cet acte, tel jour, à tel moment. Ce sera fait pour l'éternité. Le moindre acte est lesté d'éternité. On a l'impression qu'un acte, c'est éphémère, c'est fragile. Le temps que ce soit fait, paf, c'est fini. Non, l'acte le plus simple est lesté d'éternité. Je fais quelque chose d'élémentaire, je porte cette montre. Ça y est, c'est joué, à jamais, pour l'éternité. J'aurai accompli cet acte. Élémentaire, anodin, je vous l'accorde. Mais alors qu'est-ce que c'est quand ce ne sont pas des actes élémentaires et anodins? Donc mes actes sont plus essentiellement miens que mes biens. Et donc, du coup, qu'est-ce qui fait que ma vie devient ma vie? Ce sont bien évidemment les actes que j'accomplis et que je pose. C'est par les actes que je pose que la vie devient ma vie. Il faut en tirer, je crois, une conséquence absolument capitale. C'est que ma vie, ce n'est pas l'ensemble de ce qui m'est arrivé. Je ne peux pas réduire ma vie aux événements heureux ou malheureux qui me sont arrivés. Une biographie, ce n'est pas un ensemble d'événements. Absolument pas. C'est un ensemble d'actes. Qu'est-ce que c'est que ma vie à ce niveau-là? C'est donc ce que j'ai fait de ce qui m'est arrivé. Bien sûr, je n'agis pas à partir de rien. Je ne peux agir qu'à partir de l'advenu plus originel de la vie, même pas en moi. Mais voilà ce qui fait que ma vie est ma vie. C'est de ce qui est donné, des événements heureux ou malheureux, qu'est-ce que je fais? J'ai gagné au loto, événement heureux. Ça ne fera rien, ou je ne ferai rien de ma vie à partir de cela, si je ne fais rien de ce gain. Ce qui va intégrer ce gain dans cette vie que j'ai appelée mienne, dans ma vie, c'est ce que je vais en faire, égoïstement ou généreusement. Même chose, bien évidemment, avec les accidents de la vie, comme on dit. Il m'arrive une catastrophe. Il m'arrive un drame qui bouleverse tous mes plans, qui anéantit tous mes projets. Handicap lourd, par exemple. Allons, jouons le jeu, excusez-moi, jusqu'au bout. Ce qui m'arrive ne fait pas ce que je suis. Je ne suis pas ontologiquement un handicapé quand j'ai perdu l'usage de mes bras ou de mes jambes à la suite d'un accident. Ce que je suis, c'est ce que je vais faire de ce qui m'est advenu. Et ma vie va rester devenir ma vie dans cette reprise agissante de ce qui m'est arrivé. Alors, prenons un exemple très simple. Je ne sais pas si vous avez suivi ce qui est arrivé, les derniers exploits de quelqu'un qui s'appelle Philippe Croizon. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce nom, qui est un personnage qui a eu un très très grave accident quand il était, je crois, déjà un jeune adulte. Il a été frappé par la foudre, je crois, et les opérations multiples qu'il a dû subir l'ont privé complètement. Enfin, il a dû être amputé de ses bras et de ses jambes. Oh là là, le pauvre, bien sûr. Bon, d'accord, très bien. Mais Philippe Croizon, c'est pas un handicapé. C'est pas quelqu'un simplement à qui il est arrivé de perdre l'usage de ses membres. C'est un sportif extraordinaire qui vient de rejoindre à la nage les 5 continents. Alors, c'est vrai, il n'a pas fait le tour du monde à la nage. Il a fait un certain... Bon, je ne sais pas si vous avez suivi cette affaire. Donc, il a rallié comme ça, avec un nageur valide, les continents, les uns aux autres. Je crois que c'est une belle leçon pour chacun d'entre nous, parce que ça nous aide à comprendre comment la vie devient ma vie, ou comment elle reste ma vie. On peut imaginer, c'est sans doute ce qui lui est arrivé d'abord, qu'il aurait pu se dire « Non, c'est pas ma vie, je refuse de me reconnaître en elle. Il y a là quelque chose que je ne peux pas accueillir. Cette vie, c'est pas ma vie, j'en veux pas. » On aurait pu comprendre, bien évidemment, qu'il réagisse de cette manière. Je pense que c'est ce que nous aurions fait, la plupart d'entre nous, sans doute. Mais ce qu'il y a d'admirable, et là, il nous donne une véritable leçon de vie, c'est que justement, il dit non.
Il a écrit un livre d'ailleurs, dont j'ai oublié le titre, je dois l'avoir quelque part, je crois en avoir pris note. Son livre s'appelle « J'ai décidé de vivre ». Ah bah tiens, ça valait le coup de retrouver le titre quand même. « J'ai décidé de vivre ». J'ai décidé que cette vie, c'était quand même la mienne. J'ai décidé de ne pas me cantonner dans l'attitude passive de quelqu'un qui subit ce qui lui arrive, mais d'entrer dans le jeu actif d'une vie qui sera quand même ma vie, parce que je vais en faire quelque chose. C'est par ses actes que sa vie est non seulement restée sa vie, et en même temps devenue, bien évidemment, une vie autre, mais qui, en devenant une vie autre, est quand même restée sa vie. Or, bien sûr, ma vie ne devient pas ma vie par appropriation. Elle n'est jamais quelque chose que je possède. Au contraire, ma vie me possède. Je n'en suis jamais propriétaire. Mais, si je pouvais utiliser, c'est pas vraiment un jeu de mots, mais affiner la formule, ma vie devient ma vie par adpropriation. Alors, écrivez-le comme vous voulez, ad-propriation, une manière de se la rendre propre à soi, une manière non pas de se l'approprier au sens où l'appropriation faite et accomplie, j'en serais devenu le propriétaire, une manière de se l'approprier qui est une manière de s'y rendre propre. Voilà, je suis un homme, une femme, de telle époque, de tel pays, avec telle richesse, telle limite, telle pauvreté, éventuellement tel handicap et telle souffrance. Ça, c'est pas encore ma vie. Un peu fataliste, on pourrait dire, c'est la vie. D'accord, mais c'est pas encore ma vie. Qu'est-ce qui va me permettre de construire ma vie avec tout ceci? Non pas un déni radical, j'en veux pas, mais comment m'inventer en m'appropriant progressivement, non pas ce que cela est, mais en m'appropriant à cela, en me rendant propre à ceci et en le rendant propre à moi. Moi, Philippe Croison, polyhandicapé, eh bien, comment je peux me rendre propre à cette vie qui est quand même la mienne, la seule et l'unique qui peut être la mienne, et comment, en me rendant propre à elle, je peux quand même la rendre propre à moi. Je crois que c'est à travers des questions comme celle-ci qu'on peut commencer à entrer dans le mystère qui fait que la vie devient notre vie, ma vie. Alors, petite remarque en passant, ça ne signifie pas exactement que l'homme est la somme de ses actes et rien d'autre. Vous connaissez, certains d'entre vous, la formule sartrienne. Je crois qu'elle a quelque chose de vrai. Bien sûr, ce que je suis ne dépend pas de ce qui m'arrive, mais de ce que je fais. Bon, d'accord, très bien, c'est sans doute tout à fait juste. Peut-être que la seule chose qu'oublie Sartre, c'est que mon pouvoir d'agir ne renvoie pas à une autonomie radicale et absolue. Mon pouvoir d'agir est dépossédé de lui-même, dans le sens où, au fond, ce pouvoir d'agir suppose encore la vie reçue. Cette vie qui m'a offert à moi-même comme quelque chose à accomplir et à réaliser. Pour terminer mon analyse, je voudrais du coup continuer mon examen. Et la réussite alors, d'accord? Réussir sa vie. J'ai essayé aussi patiemment que possible, j'espère aussi clairement que possible, de construire devant vous une pensée susceptible de nous aider à comprendre déjà ce que c'est que ma vie. Allez, disons quelques mots quand même de la réussite. De quelle réussite parle-t-on? De quelle réussite peut-on parler? Bien évidemment, pas d'un exploit réalisé ou accompli. On peut être champion olympique et dépressif. Bon, après tout, c'est tout à fait possible. Pas non plus d'une vie totalement appropriée. Il y a toujours dans ma vie quelque chose qui m'excède, quelque chose qui me déborde. Il y a toujours quelque chose qui me fait vivre dans l'ordre de l'imprévu, voire de l'indésirable, voire pire, l'échec ou le malheur. Une vie, vous le savez aussi bien que moi, aussi jeune que vous soyez, ce n'est jamais quelque chose d'accompli. Il y a toujours dans la vie quelque chose qui m'excède, me déborde et me fait courir le risque de l'imprévu. Et ce risque de l'imprévu, c'est aussi le risque de l'échec et du malheur. Parce que ça aussi, c'est la vie.
Mais, bonne nouvelle quand même l'échec n'abolit pas pour moi la possibilité de me construire par mes actes. Au fond, la question de la réussite, si c'est cette question qui nous taraude, est en même temps celle-ci. Qu'est-ce que je fais de mes succès, bien sûr, mais qu'est-ce que je fais aussi de mes échecs? Qu'est-ce que je fais de mes bonheurs? Qu'est-ce que je fais de mes malheurs? Et donc, une vie accomplie, ce n'est ni une vie, enfin une vie réussie, pardon, ce n'est ni une vie accomplie, ni une vie brillante, ni une vie heureuse. Je vais reprendre ça. Ce n'est pas une vie accomplie parce qu'on ne voit pas comment elle le serait. Toujours la vie nous excède et nous déborde, toujours un horizon d'avenir s'étend au-delà de notre présent. Et le propre de cet horizon d'avenir, c'est précisément qu'à la fois il vient, il est à venir, mais il vient comme un voleur. Je ne peux pas le programmer, je ne peux pas le contrôler. Tant que je suis vivant, ma vie ne peut pas être accomplie, toujours débordée qu'elle est par un horizon d'avenir. Alors vous allez dire, oui, mais quand on est mort, enfin, elle est accomplie, mais en même temps, elle n'est plus. Bon, alors, voilà une sorte d'accomplissement paradoxal qu'il faut sans doute traiter avec précaution. Je peux toujours dire de celui qui est mort, je peux toujours faire pour lui le bilan de sa vie. Mais il y a toujours quelque chose de paradoxal et d'un peu indigeste dans cette histoire, c'est que ce bilan que je vais faire pour lui, je le ferai à partir de ma vie à moi. Je ne pourrai rien dire sur sa vie à lui. L'énigme de sa vie restera pour moi, de toute façon, un mystère dont je ne pourrai jamais accomplir la synthèse. Il n'y a pas de vie accomplie. Même si demain vous devenez président de la République ou pape, ce ne sera pas un accomplissement. À plus forte raison si vous réussissez brillamment vos études commerciales ou philosophiques. Deuxièmement, bien sûr qu'une vie réussie, ce n'est pas une vie brillante. La gloire ne prouve rien. Il y a des imbéciles brillants, et il y a des vies brillantes qui n'en sont pas moins des vies relativement pauvres. Brillant, ça renvoie à l'idée d'éclat. La vie qui lui au regard des autres. Si on admettait qu'une vie réussie, c'est une vie brillante, on condamnerait au ratage et à l'échec toutes ces vies ordinaires, modestes, qui ne sont pas des vies brillantes. Des vies parfois qui se jouent dans l'obscurité, des vies parfois qui se jouent dans l'humilité, voire dans la pauvreté. Et vous savez aussi bien que moi qu'une vie réussie peut être une vie humble, modeste, voire pauvre, qui ne cherche pas l'éclat des projecteurs. On pourrait dire, la vie heureuse. Voilà, pour les Grecs, c'était ça. La vie réussie, c'est la vie heureuse, et l'éthique, d'ailleurs, c'est la philosophie en tant qu'elle s'interroge sur les conditions de possibilité du bonheur. Très bien. Je ne crois même pas qu'une vie réussie, ce soit une vie heureuse. Pour une raison simple, il y a des imbéciles heureux. Le bonheur non plus ne prouve rien du tout. C'est pas parce que je suis malheureux que ma vie est ratée. C'est pas parce que je souffre que ma vie ne vaut rien. Et c'est pas parce que je suis heureux de mes succès que ma vie se retrouve avec une sorte de supplément radical, une sorte de plus-value symbolique qui ferait de moi quelqu'un qui a réussi sa vie. Alors qu'est-ce que c'est qu'une vie réussie si ce n'est ni une vie accomplie, ni une vie brillante, ni même une vie heureuse? Job sur son tas de fumier est malheureux comme Job, c'est le cas de le dire. Il n'a pas raté sa vie pour autant. Pourtant, il en a eu des galères et des problèmes. Si on veut vraiment donner un sens à cette expression, et je n'étais pas parti du principe selon lequel, après tout, cette expression n'avait aucun sens. Interroger de manière critique un lieu commun, ce n'est pas partir du principe qu'en réalité il ne veut rien dire. Ce serait au fond remplacer le dogmatisme du lieu commun par un dogmatisme philosophique. Donc, qu'est-ce que ça peut être une vie réussie si ce n'est ni une vie accomplie, ni une vie brillante, ni une vie heureuse? J'oserais dire ceci, qui n'est pas du tout une recette. C'est une vie à laquelle je me suis approprié, non pas une vie que je me suis appropriée, mais une vie à laquelle je me suis approprié par les actes qui m'ont en même temps approprié à moi-même de façon toujours fragile et provisoire.
c'est-à-dire d'une façon qui est toujours à reprendre et à rejouer. Alors, je veux bien reprendre cette formule puisqu'elle est assez tendue. Une vie à laquelle je me suis approprié par les actes qui m'ont approprié à moi-même, mais d'une façon toujours fragile et provisoire. Bien sûr, s'approprier à sa vie requiert le renouvellement quotidien de ce que j'appelais tout à l'heure le geste de l'accueil. Toujours cette vie à laquelle j'essaie de m'approprier de façon fragile et provisoire requiert de moi que je l'accueille à nouveau. L'accueil n'est jamais fait une fois pour toutes. Il est toujours à reprendre dans un acte qui est en même temps un acte de confiance et un acte d'espérance. Reconnaître que c'est bien ma vie et qu'il n'en est pas d'autre qui soit mienne, c'est reconnaître aussi que c'est à partir de ce qu'elle me donne qu'il m'est donné de me construire. Du coup, comment appeler cet accueil de la vie reconnu comme un don? Dans le langage des théologiens, on utilise un beau mot. On parle d'une grâce. Un don, c'est littéralement une grâce. Charis en grec, gratia en latin. Un don qui nous est fait, qui n'est pas une manière d'investir, mais qui est véritablement donné. Eh bien, accueillir la vie comme une grâce, je crois que c'est un nom, c'est ce qu'on appelle précisément la gratitude. J'aime bien le mot gratitude, je le préfère au mot merci. Dire merci, c'est parfois se mettre à la merci de celui que l'on remercie. C'est parfois gênant, parfois on n'a pas envie. La gratitude dit peut-être quelque chose de plus grand et de plus beau. Elle dit la reconnaissance de la grâce qui nous est faite. Et c'est précisément dans cette gratitude seulement que la grâce s'accomplit. La grâce de la vie ne peut s'accomplir en nous qu'à la seule condition que nous puissions l'accueillir avec gratitude. Et gratitude, ça ne veut pas dire que nous devons quelque chose. C'est l'emprunt qui fait la dette, ce n'est pas le don. Gratitude veut dire que nous nous reconnaissons, non pas en dette, mais que simplement, cette vie qui nous est donnée, nous l'accueillons pleinement. Oui, c'est ma vie. Et même si elle est bancale, même si elle est fragile, même si elle est modeste, et même si elle a ses ratages, c'est pas grave, c'est ma vie, je l'accepte, et c'est de cette vie que j'essaie de faire quelque chose. Accueillir chaque jour la vie, c'est donc nous reconnaître chaque jour déjà graciés, déjà arrachés au néant. Et je vais essayer de préciser ceci. Je ne me souviens plus du tout du titre, mais je me souviens d'un film que j'ai vu il y a assez longtemps. Puis c'est un film violent, il y a de la guerre, voilà, puis il y a des morts. Puis il y a un type qui est pris au milieu de la mitraille. Tout le monde tombe autour de lui. Il y a des morts à foison. Et puis lui, il y va, il ne sait pas trop ce qui lui arrive. Puis bon, ça y est, la mitraille cesse. Il se regarde, il se touche de partout. Et, putain, je suis vivant. Puis pour lui, c'est miracle, là, c'est incroyable. Voilà, il y avait ce chaos guerrier absolu. Putain, je suis vivant. Genre, il n'en revient pas. C'est le miracle. Mais comment peut-il être encore vivant là-dedans ? Je voudrais juste vous laisser entendre que ce miracle, il se renouvelle pour nous chaque jour. Chaque matin, quand nous nous levons, nous sommes vivants. Nous avons non seulement été arrachés au néant, mais cet arrachement est confirmé à chaque aurore. Chaque fois que nous nous levons. Et ça devrait nous mettre en joie. C'est chaque matin que nous devrions nous lever en nous disant « Putain, je suis vivant, qu'est-ce que c'est bon !» D'accord, faut aller à l'école, d'accord, faut aller au travail, d'accord, les emmerdes vont commencer aujourd'hui comme chaque jour, d'accord, ok. Mais quand même, je suis vivant. Et concrètement, je vais finir là-dessus, comment vivre cette gratitude ? Ce sera le mot de la conclusion. Au fond, en se disant que c'est déjà être ingrat que de vouloir réussir sa vie. Puisque c'est déjà présenter la vie comme quelque chose qui demande d'être réussi, donc comme quelque chose d'imparfait, comme quelque chose qu'il va falloir bricoler, comme quelque chose qu'il va falloir améliorer. C'est déjà de l'ingratitude. Et il me semble que cette gratitude élémentaire, sans laquelle de toute façon nous ne pouvons pas réussir notre vie, consiste à reconnaître que c'est déjà réussi. Il n'y a rien
à rajouter pour que ce soit réussi. Notre vie est déjà réussie. Que nous soyons un handicapé, plus ou moins profond, que nous soyons un universitaire, que nous soyons un chef d'entreprise ou un étudiant, que nous soyons un champion olympique ou un pauvre type qui se traîne sur ses deux jambes, la bonne nouvelle, c'est que c'est déjà réussi. Bien sûr, ça ne veut pas dire que tout ira bien et qu'il n'y a qu'à s'enthousiasmer et puis que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Bien sûr que non. Mais ça veut dire que m'est déjà donné avec la vie le pouvoir d'en faire ma vie. Ouais. Alors, je crois qu'on peut remercier vraiment beaucoup Yann Martin de cette leçon magistrale. Alors, l'idée était de garder la vingtaine de minutes qui restent pour des échanges, des questions. Donc, je vais vous porter le micro et j'espère que vous aurez des questions, des remarques, des interpellations. Qui se lance? Alors, peut-être le jeu des remarques ou des questions courtes avec des réponses pas trop longues. Ma question, ça serait celle d'Emma Bovary. Emma Bovary, bien sûr. Emma Bovary, on ne dit pas qu'elle veut changer de vie, c'est-à-dire qu'elle n'accepte pas avec gratitude sa vie, soit parce qu'elle s'ennuie ou parce qu'elle est frustrée de son Charles qui dort tous les soirs dans son lit. Il ne fait que dormir d'ailleurs. Non, on dit que pour Emma Bovary, le problème, c'est non pas sa vie, mais c'est sa mélancolie. C'est en fait que le problème d'Emma Bovary, c'est la vie elle-même. Alors comment vous gérez ce problème d'Emma Bovary? Oh, Dieu merci, j'ai pas géré le problème d'Emma Bovary. Hein, mais en revanche, oui, cette question de la mélancolie est une question, je crois, intéressante et importante. Si j'ai tenu quand même à faire cet éloge de la vie, c'était pas simplement en tant qu'exercice rhétorique, mais parce que je suis frappé, merci, mais parce que je suis frappé du caractère morose, quasi dépressif ou carrément dépressif de nos sociétés contemporaines. La dépression comme mode de vie quasi généralisé, oh là 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 là, la vie vaut pas vraiment la peine d'être vécue. Puis ce qu'il y a de plus surprenant, c'est que la dépression est une maladie de nantis. Alors désolé s'il y a des dépressifs parmi vous, statistiquement c'est certain qu'il y en a. Bon, mais tant pis, j'assume ce que je dis. La dépression est une maladie de nantis, c'est-à-dire c'est pas la maladie des gens dont la vie est tellement pénible et douloureuse qui considèrent qu'au fond elle n'a pas de sens et ne vaut pas d'être vécue. Elle est la maladie de ces gens qui, au bout du compte, ne parviennent pas à s'ouvrir à la vie elle-même. C'est pas leur condition d'existence qui les mine et qui les dérange. Généralement, les déprimés ou les dépressifs que je connais sont des gens qui, pour la plupart, ont une famille qui tient à peu près la route, comme les autres, quinquas, des enfants avec qui ils s'entendent à peu près bien, c'est-à-dire comme on peut s'entendre avec des enfants, un mari qui lui aussi, avec qui ils s'entendent aussi bien qu'on peut s'entendre avec un mari ou une épouse, un métier, un salaire, des revenus, une situation sociale. Et puis quand on demande au dépressif, mais qu'est-ce qui te manque? Lui-même est obligé de dire, mais rien. Et comme vous le dites pour Emma Bovary, ça veut dire qu'au fond, le problème n'est pas dans ce qu'ils vivent. Il n'est pas dans les événements de leur vie. Il n'est pas dans les modalités concrètes de leur existence. Le problème du dépressif n'est pas un problème qu'il a avec ce qui lui arrive, avec ses conditions d'existence. Je ne lui en veux pas, bien sûr, je ne me moque pas de lui, c'est triste, hein, c'est douloureux. Je crois qu'il a un problème avec la vie. Le comble de la dépression, c'est la formule de Sioran qu'il reprend au tragigrec. Le mieux pour l'homme serait de n'être jamais né, pour celui qui est né, de mourir au plus vite. Ouais, l'axiome de la dépression, hein, c'est affreux, hein, bien évidemment. Hein. Sioran s'amuse avec ça, il a un titre extraordinaire, de l'inconvénient d'être né. Alors,
Ne lisez pas ça le soir avant de vous endormir si vous êtes dépressif. Hein, lisez ça. Mais c'est bien, c'est même parfois tout à fait jubilatoire. Mais effectivement, je crois que vous sentez quelque chose de tout à fait juste. Celui qu'on appelait le mélancolique, la noire humeur, la bile noire, voilà. Le dépressif aujourd'hui, c'est bien celui au fond qui n'arrive pas à se faire au fait qu'il est vivant. Au fond, aucune vie ne lui irait parce que c'est d'une certaine manière la vie elle-même qui ne lui va pas. Alors bien sûr, il ne faut pas lui jeter la pierre, on n'est pas là pour juger quoi que ce soit. Mais éventuellement, comment y remédier? Alors je ne sais pas, je ne suis pas psychanalyste, je ne suis pas médecin, je ne suis pas conseiller spirituel, je ne sais pas comment on fait. Mais je crois que quand même, l'une des possibilités, c'est peut-être de rappeler précisément, au fond, que ce qui fait que la vie vaut d'être vécue, ce ne sont pas d'abord nos succès et nos accomplissements professionnels plus ou moins avérés. Ce qui fait d'être vécu, c'est peut-être d'abord quelle est la vie, et que ça, déjà, c'est beau. Maintenant, est-ce que ça peut suffire? Je n'ai jamais cru que la philosophie pouvait avoir une fonction thérapeutique. Hein, ça... Hypothèse qu'on va maîtriser sa vie et qu'on est en effet comptable de ses succès et aussi de ses échecs. Et ce qu'on transfère au management des hommes et des femmes qu'on a avec nous. Oui, bien sûr que le vocabulaire de la maîtrise, il est prégnant dans le management, où on passe des masters d'ailleurs, pas seulement management d'ailleurs. Je crois qu'il faut faire attention, bien sûr. Il ne s'agit pas de dire que, au fond, toute maîtrise est impossible. Bien évidemment que dès lors que nous sommes responsables de ce que nous entreprenons, nous devons rester maîtres de ce que nous faisons. Sinon, ce ne serait pas de l'humilité, ce serait purement et simplement de l'irresponsabilité. Tout le problème est peut-être de savoir exactement de quelle maîtrise il est question et quelle maîtrise est ici possible. Si par maîtrise on entend une capacité à gérer parfaitement les événements de manière à réduire au maximum ou de réduire à zéro la part d'imprévu, bien évidemment, on est dans l'illusion et le fantasme. On n'est plus dans la maîtrise. Et c'est là que tout risque de nous péter entre les doigts. C'est dans ces cas-là qu'on risque de ne plus rien maîtriser du tout. Parce que le plus petit grain de sable qui va venir enrayer la machine, qui va venir faire que ce qu'on avait prévu ne se déroule pas exactement comme on l'avait prévu, eh bien, va être tel que tout va s'effondrer pour nous et qu'on va perdre complètement pied. La maîtrise, que l'on soit un sportif, que l'on soit un manager, que l'on soit un enseignant, j'essaye bien évidemment, quand je vous parle, de maîtriser à peu près mon temps de parole et le contenu de mon discours. Et bien sûr qu'un entrepreneur essaie autant que possible de maîtriser la stratégie qu'il met en place pour obtenir tel ou tel résultat. Mais justement, ce qui rend possible la maîtrise, c'est la reconnaissance de ce qu'on ne peut pas maîtriser. Et ce n'est pas du tout le contraire de la maîtrise. C'est une sorte de maîtrise supplémentaire qui consiste à se préparer à affronter ce qu'on ne peut pas maîtriser. Il n'y a pas peut-être de meilleur maître de lui-même que celui qui est toujours déjà préparé à rencontrer l'imprévu, à rencontrer l'inédit, à le rencontrer, non pas parce qu'il était préparé à rencontrer cet imprévu-là, mais parce qu'il sait bien qu'au bout du compte, je serai toujours confronté, quoi que je fasse, à quelque chose que je n'avais pas prévu. Et je crois que c'est ça aussi qui est important. Je crois que la prochaine conférence sera sur la question de l'efficacité, et on retrouvera du coup cette problématique. Il y a un impératif qui est bien celui de l'efficacité qu'il faut prendre au sérieux, dans un contexte où mon efficacité est de toute façon toujours compromise. Alors, je ne vais pas vous refaire tout de suite celle de la prochaine fois, on attendra, mais je crois qu'on retrouve cette même question aussi et ce même problème de la maîtrise. Donc vous nous avez dit qu'est-ce que c'est réussir sa vie, mais qu'est-ce que c'est échouer sa vie, rater sa vie? Je pense que si vous m'avez compris, la réponse va venir d'elle-même. Bien sûr que l'échec existe, c'est absolument évident. Cet échec, puis il faut distinguer deux sortes d'échecs. Il y a des échecs qui sont d'ordre événementiel. Je m'étais préparé à fond pour ce 100 mètres. Je devais devenir champion olympique. Tout était réuni, j'étais bien entraîné. Pas de bol,
je me prends les jambes dans mes lacets, enfin non, les jambes peut-être pas, je marche sur mes lacets au bout de 17 mètres, je finis même pas la course. Bon, j'ai pas vu des choses comme ça sur les 100 mètres, mais j'en ai vu sur des 5000 par exemple. Hein, bon, d'accord, j'ai échoué. Et cet échec est d'ordre événementiel. On n'a pas de mal devant un échec qui est simplement événementiel à reconnaître que ça ne fait pas une vie ratée. Je n'ai pas raté ma vie parce que j'ai raté un objectif, parce que j'ai échoué dans l'atteinte d'un objectif. La question est toujours la même, qu'est-ce que je fais de mes échecs et comment je vais me reprendre pour espérer réussir une autre fois. Et même si la fois suivante je réussis, c'est toujours pas ma vie que j'aurai réussi. Cette fois, ce sera ma course. Donc déjà, dans les échecs qui sont d'ordre simplement événementiel, il n'y a pas de grand problème. Échouer, ce n'est pas rater sa vie. Rassurez-vous, hein, si vous n'aviez pas réussi à entrer à l'EM Strasbourg, bien sûr, ça aurait été dommage pour vous. Bon, ça c'est... Allez hop, je fais un petit peu de pub, c'est bien. Puis dommage pour moi, vous auriez été moins nombreux ici. C'est bon, d'accord. Puis dommage pour l'EM Strasbourg. Mais enfin, c'est pas pour autant que vous auriez raté votre vie. Il y a d'autres voies, bien évidemment, possibles pour la réussir. Puis il y a un deuxième type d'échecs qui sont les échecs qui nous sont vraiment imputables. Là aussi, il y aura une journée là-dessus, enfin une soirée, l'action de la faute. C'est-à-dire que mon échec n'est pas d'ordre événementiel, il est imputable à cet agent que je suis et qui a mal agi, qui n'a pas fait ce qu'il fallait, soit dans un ordre éthique, c'est la faute, soit dans un ordre pragmatique, c'est l'erreur. Là aussi, je ne vais pas vous la faire, celle-ci, ça viendra plus tard. Mais là encore, bien sûr que ces fautes peuvent être plus ou moins nombreuses et plus ou moins terribles. Hein, entre mal remplir un bon de commande et assassiner sa grand-mère, il y a quand même une marge, sans doute, et il s'agit sans doute de la même faute, ou de la même erreur, enfin bon. Oh, je me suis trompé, c'est pas Mémé que je voulais assassiner. Bon, non, il ne s'agit pas de la même faute, bien évidemment, dans les deux cas. Mais là encore, je crois qu'on ne peut pas réduire cet échec-là à une figure de l'échec qui vaudrait comme ratage de sa propre vie. Parce que tant que je suis vivant, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure quand j'évoquais d'ailleurs un très beau texte de Merleau-Ponty qui dit que nous sommes toujours débordés par un horizon d'avenir, et que c'est ça la vie. La vie nous déborde en amont, elle est toujours déjà derrière nous, ce qui nous précède, et elle nous déborde en aval, bon si on se retourne on va inverser les termes comme vous voulez, elle nous déborde en avant si vous voulez, parce que nous sommes toujours débordés par un horizon d'avenir. Et ça veut dire qu'au fond, nos échecs sont toujours quand même de l'ordre des circonstances et que ça n'impute pas de manière absolue ce qu'il en est de cet avenir qui s'ouvre encore devant moi tant que je suis vivant. Être vivant, c'est toujours ne pas être réductible à ces échecs. Et donc, tant que je suis vivant, je n'ai jamais raté ma vie. Bonsoir. Bonsoir. Alors j'ai pu voir que vous avez écrit un livre qui s'appelle La saveur de la vie ou la grâce d'exister, justement. Merci pour la pub. Et du coup, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec la pensée kantienne qui nous dira justement que au final, la plus haute finalité de l'être humain, c'est d'entrer en communion avec autrui à travers les valeurs du beau, du vrai et du bien. Donc c'est véritablement la plus haute finalité pour réussir sa vie. Mais justement, je voulais vous demander qu'est-ce que vous pensez d'analyse plus critique justement vis-à-vis de la relation à autrui pour réussir, telle que celle de René Girard, nous expliquant justement au final qu'on ne peut véritablement réussir avec autrui car ce qui nous pousse à réussir, c'est notre désir et que ce désir est imbriqué dans une relation en triangle et qu'au final, justement, autrui va nous empêcher de réussir notre vie et va pousser les sociétés à une certaine violence larvée. Et voilà. Donc, qu'est-ce que vous pensez justement de ces théoriciens philosophiques qui pensent qu'autrui ne peut pas nous aider à réussir ? Alors bon, premièrement, je pense que vous êtes un petit peu injuste avec René Girard, qui c'est vrai, fait des constats qui relèvent parfois d'une sorte des constats un peu pessimistes, mais en fait, ou peut-être simplement lucides. C'est-à-dire que le fait d'aimer la vie, et je crois que René Girard aime la vie profondément, n'empêche pas d'être lucide vis-à-vis de la manière dont l'homme conduit son existence. Et c'est vrai qu'il
il y a toute une tradition de pensée en Occident, qui prend sa source sans doute chez Saint-Augustin par exemple, hein, eh bien, qui insiste fortement sur les difficultés qu'ont les êtres humains comme vous et moi à vivre sagement. Hein, c'est-à-dire au fond, animés que nous sommes par ce que Saint-Augustin appelle la libido, hein, des pulsions, que Freud appellera peut-être des pulsions narcissiques, mais pas seulement. Libido dominandi, pardon, je vais essayer de parler en français, l'instinct de domination, le désir, libido sciendi, le désir de connaître, le désir de gloire, le désir d'avoir, libido habendi, voilà. Et que bien évidemment, cette part pulsionnelle de nous-mêmes complique singulièrement nos rapports à autrui et engendre des effets de violence. Et c'est vrai qu'il y a une lignée comme ça qui va, pourquoi pas, de Saint-Augustin à René Girard, qui insiste lourdement sur cette difficulté que nous avons, nous, les hommes, à vivre une vie authentiquement humaine, piégés que nous sommes parfois par cette énergie pulsionnelle avec laquelle il nous faut bien composer. Mais en même temps, cette même tradition ne cesse de nous rappeler que nous ne sommes pas réductibles à cette énergie pulsionnelle. Quand Saint-Augustin met l'accent sur la libido, ce qui n'est pas la libido freudienne, hein, sur cet amour corrompu, parce qu'au lieu d'être amour d'autrui, il est amour de soi. Nous nous aimons d'abord nous-mêmes et nous n'aimons l'autre qu'en tant qu'il est le miroir de l'amour que nous avons pour nous-mêmes. Voilà, on pourrait définir la libido comme ceci. Aucun de ces penseurs dans cette tradition ne nous réduit à cela. Et être homme, c'est découvrir aussi en soi que notre vie, ce n'est pas simplement du pulsionnel. Et que même si c'est aussi du pulsionnel, ce serait être naïf d'oublier cette part pulsionnelle de notre existence, ce serait de l'angélisme, nous ne sommes pas des anges, ce serait être cynique que de réduire notre vie à cette part pulsionnelle. Et je crois que le propre des penseurs comme René Girard, c'est justement en nous proposant une analyse lucide, qui ne se voile pas la face, eh bien, en même temps, d'ouvrir des perspectives pour une vie aussi humaine que possible. Et au passage, ça me permet de dire que si nous avons ce genre de problème, c'est aussi parce que justement nous ne sommes pas des anges, mais qu'il y a aussi bien évidemment une part d'animalité en nous, parce que nous sommes des vivants, nous sommes aussi des animaux. Hein. Et que du coup, il faut aussi faire avec. Toute la difficulté, c'est d'éviter les déréductionnismes. Nous ne sommes pas des anges, nous ne sommes pas des bêtes. Le problème, c'est que, comme disait Pascal, hein, qui veut faire l'ange souvent fait la bête. Et que, du coup, reconnaître cette part pulsionnelle en nous, c'est peut-être nous disposer plus sagement à vivre une vie authentiquement humaine. Bonsoir. Bonsoir, oui, bonsoir. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre conférence, que je trouve excellente. C'est gentil. Toutefois, merci. il y a un point que je trouve un peu obscur. Par exemple, quand je dis non, ce n'est pas ma vie, je ne me reconnais pas en elle, or, je suis déjà vivant. Est-ce que cela veut dire qu'il y ait une multitude de vies et par conséquent une multitude de réussites? Non, ça veut dire que, hélas, pour enchaîner avec ce que disait votre camarade dans la question précédente, autrui nous fait parfois des conditions d'existence qui sont inhumaines. Je suis vivant et ma vie est ma vie tant que je conserve ce pouvoir d'agir qui me permet de me construire. Hélas, on sait bien que parfois, les conditions d'existence qui me sont faites me privent de mon pouvoir d'agir. Si je suis, par exemple, je ne sais pas, prenons une expérience limite, celle des camps de concentration, par exemple, la plupart des rescapés témoignent de la même chose. C'est quoi le drame absolu vécu dans les camps d'extermination nazis? C'est pas d'abord la peur, c'est pas d'abord le froid, c'est pas d'abord la faim. C'est au fond d'être réduit à une sorte de main-d'œuvre exploitable qui a perdu toute possibilité de maîtrise, justement, sur sa vie. Et par là même qui a perdu son pouvoir d'agir. Je suis condamné à subir des conditions d'existence que je n'ai pas choisies et qui sont telles que mon pouvoir d'agir est réduit au maximum.
à tel point que chaque fois qu'il peut s'exercer, même de la manière la plus fragile et la plus modeste, c'est déjà quelque chose comme une fête intérieure, c'est déjà une victoire sur l'inhumanité des conditions d'existence qui me sont faites. Donc, c'est pas une vie, je ne peux pas me reconnaître en elle, c'est parfois à prendre au pied de la lettre. Je ne peux pas me reconnaître vivant dans des conditions d'existence qui nient mon humanité. Et par conséquent, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un dont vous niez l'humanité en droit ou en fait, de vivre humainement, d'agir humainement. C'est pas possible. Donc, dans ce sens-là, c'est pas une vie, est à entendre au sens radical. Ce n'est pas ma vie. Je ne peux pas me reconnaître en elle, non pas parce que je suis dépressif et que c'est pas ça que je voulais, ou non pas parce que je suis un enfant gâté et capricieux et que j'aurais voulu autre chose, mais parce que réellement, ontologiquement, ce n'est pas une vie humaine. Puis bien sûr, il y a la forme faible de « je ne m'y reconnais pas » ou « c'est pas une vie ». Je suis déçu par ma vie. Je suis déçu par le trop petit salaire que je gagne. J'aurais aimé gagner plus. Je suis déçu de ne pas avoir eu telle promotion et je suis un peu vexé. Je ne me reconnais pas dans ce statut dans lequel, je suis en quelque sorte assigné encore un peu. Bon, là, on se rend bien compte que ce genre de déception, ce genre de ressentiment est déjà un ressentiment d'enfant gâté. C'est-à-dire, pour pouvoir éprouver un tel ressentiment, paradoxalement, il faut déjà avoir été gâté par la vie. Avoir un travail, être en position de concourir pour une carrière, être en position d'agir pour essayer d'améliorer son sort. Donc ne confondons pas, si vous voulez, la déception absolue, métaphysique, de celui dont l'humanité est niée et qui est déçu au sens où il est dépris, c'est seulement ce que dire décevoir, de son humanité, et la déception de l'enfant gâté qui aurait voulu autre chose et qui manque par conséquent à la gratitude. Ce sont deux manières de dire c'est pas une vie qu'il faut bien évidemment distinguer. Abid, tiens, un visage connu. Au bout du timing, une toute dernière question. Alors, dernière question, allez-y, ce sera pour vous. Parce que la vie, c'est aussi du désir, un peu de frustration. Ah voilà, bah oui, exactement. C'est ça aussi. Ça vous obligera à revenir. Voilà. Bonjour. Vous disiez tout à l'heure que la vie est un don. Et j'ai remarqué qu'il y a quelque chose qui vous gênait et qui me gêne également. Je vous donne un exemple. On entend souvent des parents dire à leurs enfants « tu me dois tout, je t'ai donné la vie ». Pourtant, la vie, elle n'est pas donnée. Elle se déploie dans l'enfant. Oui, bien sûr. Là, c'est... Oui, je vais dire tout de suite tout le mal que je pense de cette formule que vous évoquez. Bon, d'abord, je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est l'emprunt qui fait la dette, ce n'est pas le don. Celui à qui vous donnez, de toute façon, ne vous doit rien du tout. Sinon, ce n'était pas un don. Bon, donc, première remarque. Deuxième remarque, en toute rigueur, la mère ne donne pas la vie à son enfant. Si le don signifie que je me dépossède de quelque chose que je transfère à quelqu'un, n'oublions pas qu'en règle générale, une mère ne perd pas ce qu'elle transmet à son enfant, sauf dans des conditions dramatiques, mais dans ce cas-là, ce n'est pas un don, c'est une perte. Une mère qui perd la vie au moment de la naissance, même là, ne donne pas la vie à son enfant. On n'est pas dans un donnant-donnant. Ce n'est pas sa vie perdue qui passe à son enfant. Donc non, bien évidemment, aucune mère jamais n'a donné la vie à son enfant. La vie, comme vous le dites très justement, je crois, elle est ce qui doit passer par la mère pour accéder à l'enfant. Elle est en la mère ce qui précède l'enfant et l'ouvre à la possibilité d'une vie donnée. C'est-à-dire que ce don est déjà un don fait à la mère, à tout vivant. Il précède la mère qui n'en est pas, par conséquent, le propriétaire. Et donc, bien évidemment, je t'ai donné la vie, tu me dois tout. C'est le comble du cynisme, c'est sans doute pas le comble de l'amour maternel.
Comme ça a été déjà signalé, Yann Hervé Martin vient d'écrire un livre, La saveur de la vie ou la grâce d'exister, dans toutes les bonnes librairies. On ne se refait pas. Et je crois que vous nous avez bien illustré l'idée à manipuler avec beaucoup de précautions. Voilà, donc manipulons avec beaucoup de précautions, se réussir sa vie. On vous donne rendez-vous pour la prochaine conférence sur le thème de l'efficacité. L'efficacité. À très bientôt et merci d'être venus aussi nombreux. Merci à vous.